Et on termine cette émission avec Pascal Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Ledger. Ledger, 15e licorne française. Donc, depuis votre tour de table bouclé cette semaine, 380 millions de dollars. Ça vous valorise à plus d'1,5 milliard de dollars. Mais finalement, en fait, tout ça, c'est qu'une petite étape parce que j'ai lu que vous aviez dit que vous visiez une valo de 100 milliards. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on dit, c'est pas par fanfaronnade, c'est simplement qu'on pense que les crypto-monnaies, les crypto-actifs, on pense que c'est une lame de fond, en fait. C'est une grande révolution technologique. Un peu comme l'Internet à son époque, où en 2000, certains disaient que nos vies allaient devenir digitales. C'était un petit peu difficile de le croire à l'époque. Et puis en 2021, pouf, toutes nos vies sont digitales. Et de la même manière, on pense que la valeur du monde va passer sur des blockchains. Et dans 10 ans ou dans 20 ans, on se rendra compte que toute la valeur est devenue un token. Et à ce moment-là, tous ces tokens sont protégés vous allez sur vous Ledger. embarquer très loin si vous parlez déjà des tokens. Les tokens, c'est des jetons, c'est ça? Oui, les jetons. Des jetons digitaux comme un bitcoin. Toute la valeur va devenir comme un bitcoin, que ce soit bitcoin et ou autre token. Et tous ces bitcoins et tokens auront besoin d'être sécurisés et d'être utilisés. Et pour ça, on aura besoin d'avoir un ledger. Donc, vous êtes leader dans le stockage de crypto-monnaies, genre de portefeuille électronique. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un portefeuille électronique pour stocker des monnaies numériques ou des crypto-actifs? Parce que moi, je pensais naïvement sans doute que tout était sécurisé avec la blockchain, que de toute façon, ma monnaie numérique, si j'en possède, elle est stockée dans le cloud ou je ne sais pas où, mais en tout cas virtuellement, et que donc, je n'ai pas besoin d'avoir un objet physique. Oui, bien sûr. Mais vous avez besoin quand même d'y accéder. Donc tout ce que vous venez de dire est partiellement vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, vos bitcoins sont dans la blockchain. Ouais. Mais vous avez besoin d'un moyen d'accéder à cette blockchain. D'accord. C'est un peu comme de dire, aujourd'hui, vous avez un portefeuille, vous avez de l'euro dans votre portefeuille, mais votre portefeuille ne contrôle pas la Banque Centrale Européenne qui émet l'euro. Oui, jusque-là, je vous suis. Et donc c'est un peu la même manière. Donc ce qu'il faut retenir simplement, c'est que votre portefeuille Ledger, c'est le portefeuille dans lequel il va y avoir donc vos clés privées, vos secrets qui prouvent que vous êtes le détenteur d'un bitcoin. Et on va dire c'est un petit peu comme une clé, une clé qui ouvrirait une porte vers la blockchain et qui vous permet ensuite de faire vos transactions. Mais moi, j'ai vu une espèce de clé USB, je ne sais pas comment vous l'appelez vous, qui s'appelle, je crois, Ledger Nano S. Oui. Qui permet de stocker ces clés de façon sécurisée. Mais ça veut dire que vous êtes sur du hardware ou vous êtes sur de la techno? Eh bien, en fait, le hardware, c'est de la techno. Et de toute façon, on est sur du hardware et du software. Ce qu'Apple a fait avec votre téléphone, c'est-à-dire tout d'un coup, avant, on avait des téléphones qui étaient nuls et tout d'un coup, on a eu un iPhone. Ouais. Nous, on est en train de le faire avec votre portefeuille. C'est-à-dire le portefeuille va devenir digital et votre portefeuille, il sert à faire deux choses. En tout cas, le portefeuille Ledger va servir à faire deux choses. Il sert à faire la conservation en toute sécurité et ensuite le transactionnel aussi en toute sécurité. Voilà. C'est à ça que ça sert. Et aujourd'hui, vous avez une expérience qui est que vous avez cette petite clé USB dans une main et le software de Ledger sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. D'accord. La sécurité, les clés privées sont dans la clé USB qu'on appelle un hardware wallet, un portefeuille en dur, voilà. Et tandis que tout le transactionnel, vous le faites depuis votre ordinateur et depuis votre téléphone. Okay. Mais vos clés privées, ce qui est très important à protéger, ne quittent jamais la sécurité de votre hardware wallet. Et ce qu'il y a dans votre hardware wallet, c'est simplement une carte à puce, comme ce qu'il y a sur votre carte bleue. Ouais. C'est une technologie française, c'est du hardware sécurisé, et c'est du hardware sécurisé qui a été fait à l'origine pour protéger les secrets. Sur votre carte bancaire, ça protège les secrets de votre banque. Okay. Voilà. Et sur le Nano S, Nano X, ça protège donc vos secrets parce que vos bitcoins sont à vous. Et grâce à notre produit, vous pouvez posséder vos crypto-monnaies et ou vos crypto-actifs. Et vous pouvez aussi donc les utiliser et les transacter via Ledger Live, qui est notre plateforme software que vous avez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Mais ça veut dire que concrètement, vous ne stockez pas les monnaies numériques, quelles qu'elles soient, sur votre clé USB. C'est vraiment le moyen d'y accéder que vous stockez. Exactement, oui. En fait, vous savez, un bitcoin, ça n'existe pas vraiment. On essaie toujours de se représenter un bitcoin comme étant quelque chose de physique. On voit une pièce avec un gros B en général, mais ça ne veut rien dire. Non, le bitcoin, la Bitcoin blockchain ou le protocole Bitcoin, c'est un livre de compte, en anglais un ledger, en fait, sur lequel l'ensemble des transactions sont répertoriées. Et pour avoir accès à votre Bitcoin qui se trouve dans la blockchain, vous avez une clé privée pour prouver que vous êtes le propriétaire. On peut dire que, par extension, cette clé privée est la représentation de votre Bitcoin, mais en fait, en vérité, vous ne possédez qu'une clé privée cryptographique qui vous permet de prouver la propriété. Et si je perds la clé? Eh bien, il ne faut pas. Si vous perdez la clé, comme vous êtes vous-même détenteur de vos fonds,
Si vous perdez la clé d'accès à la blockchain, C'est vous fini. avez tout perdu. D'accord ? Mais sur nos systèmes, en fait, il y a un backup. Il y a deux choses. Un, vous avez le portefeuille Hardware Wallet Ledger S ou Ledger X sur lequel vous avez un code PIN. Mhm. Et là, vous pouvez accéder à votre nano et accéder à vos fonds. Si vous perdez le code PIN, vous l'oubliez, vous avez encore un mot de passe maître qui est une succession de 24 mots qui vous permet de régénérer un Ledger Nano et de régénérer un code PIN. D'accord. Si vous perdez les deux, c'est fini. D'accord. Voilà. Faut pas perdre les deux en même temps, quoi. Ça, c'est sûr. Et si on n'utilise pas votre techno pour stocker ces clés cryptées, c'est quoi le risque? C'est de se les faire pirater en ligne? Ouais, en fait, bon, déjà, si on n'utilise pas un nano, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser soit une banque, Coinbase. Ouais. Voilà. Et donc là, on ne possède pas ces clés privées. On a confié les clés privées à Coinbase, qui les gère pour nous. Et on utilise Coinbase vraiment comme on utilise une banque. Voilà. Alors ça, nous, de notre point de vue, c'est peut-être un peu moins intéressant. En tout cas, c'est pas vraiment la promesse de la technologie, parce que si on avait inventé le Bitcoin pour refaire des banques, bon, je veux dire, finalement, à quoi ça sert, quoi. Ouais. Donc nous, on pense que c'est pas le modèle du futur et que c'est à la fin, une fois que les gens ont compris comment Bitcoin marchait, on comprend que l'intérêt de Bitcoin et l'intérêt des crypto-monnaies et ou des crypto-actifs en règle générale, c'est la possession. Voilà. Et ensuite, on peut, si on n'utilise pas un hardware wallet et qu'on veut avoir ses clés soi-même, on peut aussi utiliser un software wallet, c'est-à-dire une application qu'on va mettre sur son téléphone. Ouais, d'accord. Alors, certains vont dire c'est un peu plus facile d'utilisation parce qu'il n'y a pas l'obligation d'avoir le wallet d'un côté Ledger plus votre téléphone. Mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup moins sécurisé. Et donc là, en fait, vous êtes à risque de perdre vos clés privées parce que les téléphones et les ordinateurs n'ont pas été faits pour protéger ce type de secret. Et donc, il suffit d'avoir un malware sur son ordinateur, et des malwares sur les ordinateurs, on en a plein, pour perdre les clés privées en un instant. Justement, vous parlez de sécurisation. Vous-même, vous avez été victime de vol d'adresse email de vos utilisateurs. Est-ce que vous avez changé des choses depuis? Parce que j'imagine que quand on travaille dans ce domaine, on fait très attention à la sécurité. Quelle a été votre réaction? Ouais, en fait, on a fait beaucoup de choses. Alors, on l'a beaucoup documenté, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand ça nous est arrivé, on a communiqué le plus vite possible sur ce qu'on savait. Et puis, il est arrivé différentes choses. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce qu'on en a parlé vraiment beaucoup et puis c'est long. Mais on a communiqué tout de suite et ensuite, on a mis beaucoup de choses en place. On a mis beaucoup de choses en place sur la conservation des données. C'est-à-dire qu'on les conserve presque plus, ou en tout cas, on essaie d'avoir une politique où on les conserve le moins possible. Parce qu'en plus, c'est des données dont on n'a pas besoin. Enfin, je veux dire, une fois qu'on vous a envoyé votre produit, on s'en fiche complètement de savoir où vous habitez, c'est pas vraiment notre problème et on n'utilise plus jamais, nous, cette donnée. C'était juste un problème de stockage par rapport au fisc, aux douanes, etc., qui demandent à ce que les entreprises gardent ce type d'informations pendant longtemps, pendant 10 ans, pour pouvoir prouver certaines choses aux autorités compétentes. On cherche aussi ceux qui ont fait ça, parce qu'on est victime aussi dans cette affaire, et ça sera pas. On fera en sorte que les gens qui ont fait ça soient punis. Et pour faire tout ça, en fait, on a beaucoup renforcé nos équipes de sécurité. On a embauché quelqu'un qui s'appelle Matt Johnson, qui est un ancien de Visa, un ancien d'Ingenico, qui est un ancien policier de la police australienne. Donc, on a pris les plus durs, et qui est en train de construire une grande équipe autour de lui pour continuellement améliorer la sécurité de Ledger. La sécurité, de toute façon, c'est un jeu de chat et de souris. C'est-à-dire, plus vous êtes gros et plus vous êtes important dans un écosystème et plus vous protégez de la valeur, plus forcément vous attirez vers vous les voleurs. C'est un peu normal. Et par contre, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on investit de plus en plus pour augmenter la barrière de sécurité et protéger le mieux possible nos consommateurs. Et dans le jeu de chat et de souris, on va essayer d'être le chat. Justement, vous parlez d'être gros. Et effectivement, aujourd'hui, combien est-ce que, en pourcentage de gens qui utilisent les crypto-monnaies, combien est-ce que vous en sécurisez aujourd'hui, actuellement? Oui, bien sûr, c'est en pourcentage de valeur que c'est intéressant. Il y a des millions d'utilisateurs. On a vendu 3 millions de clés. Il y a des millions d'utilisateurs qui utilisent Ledger Live tous les mois. Et il y a surtout 15% des crypto-monnaies qu'on estime sont stockées sur nos services, que ce soit côté consommateur ou côté entreprise. Et ça, c'est la meilleure preuve que la sécurité Ledger aujourd'hui est la meilleure au monde. Ça a dû vous porter, j'imagine, l'envolée du Bitcoin qu'on a vu au cours des derniers mois. Bon, il y a eu des phases un peu descendantes, mais ouais, bien globalement... Sûr. Vous savez, les marchés, c'est toujours la même chose. On vend plus de glace en été qu'en hiver. Certes.
Et pour nous, c'est un peu pareil. C'est sûr que quand le marché se porte bien, on se porte tout de suite mieux. Et quand le marché va moins bien, c'est un petit peu moins bien. Néanmoins, ce que Ledger a fait sur les années qui étaient un peu plus dures, donc c'est-à-dire 2018, 2019, début 2020, c'est qu'on a beaucoup investi pour être prêt le jour où ça allait remonter. Le jour où ça allait remonter. Parce que le problème d'un marché qui monte, c'est que c'est aussi très dur à contrôler. C'est pas si facile que ça, finalement, la super croissance. Et il faut savoir la maîtriser. En 2017, on avait fait de la super croissance. Et je me rappelle penser à l'époque que je comprenais rien du tout à ce qui se passait. On vendait beaucoup de choses, on faisait beaucoup de revenus, mais c'était pas toujours évident de savoir ce qui se passait. Et moi, je n'aimais pas trop ça parce que j'aime bien être en contrôle. Aujourd'hui, dans notre croissance de 2021, non seulement on est parfaitement en contrôle, on a les équipes qu'il faut, on a 360 personnes chez Ledger. Et en plus de ça, on a diversifié nos sources de revenus. C'est-à-dire qu'on vend nos hardware wallets, qui est une source de revenus principale pour l'entreprise. Mais aussi, on a diversifié les revenus dans le software avec l'offre aux entreprises, qui est une offre qu'on vend en SaaS, mais aussi des revenus de trading qui viennent maintenant du trading qui est fait via l'app Ledger Live par nos consommateurs. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites que vos revenus sont capés parce que les monnaies numériques sont en quantité limitée ? Alors, on pense que nos revenus sont complètement décapés sur les prochaines années parce que ce qui se passe là, c'est cette évolution technologique qui permet d'échanger de la valeur via des technologies type blockchain. Or, nous, on ne s'arrête pas aux crypto-monnaies, on va largement au-delà. Il y a des crypto-monnaies, on a entendu parler dernièrement des NFT. Absolument. Alors, beaucoup de gens trouvent que les NFT, c'est très conceptuel, mais en fait, c'est très naturel, les NFT. Ce qui n'est pas naturel, c'est ce qui s'est passé juste avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos vies digitales, on ne les possède pas. Tout appartient à Google, à Apple, etc. Même l'exemple type, c'est dans les années 80, on possédait sa musique, on avait des CD, des aujourd'hui, on la possède plus. On la possède plus, on paye des abonnements. Bon, grâce aux technologies blockchain, on peut du coup posséder un actif digital. C'est hyper intéressant. Et donc, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir reposséder, mais pour les posséder, il faudra les protéger, pouvoir les utiliser facilement, et pour ça, vous aurez besoin d'un ledger. On parle beaucoup de l'arrivée prochaine des monnaies numériques issues des banques centrales. Est-ce qu'à un moment, ce sont les banques traditionnelles qui vont venir vous concurrencer, parce que si tout le monde a demain des euros numériques, nos portefeuilles numériques seront peut-être demain fournis par nos banques ? J'espère que non, parce que sinon, ça va vraiment être de la mauvaise technologie. Et puis... Ça, je vous laisse l'assumer. Ouais, je l'assume complètement. Non, pas du tout. En fait, je pense que pour nous, c'est ce qu'on appelle les actifs, les crypto-actifs, justement. Même les monnaies gouvernementales type crypto-dollar, crypto-euro, crypto-yuan sont des monnaies que vous pourrez gérer via votre ledger. Donc, on ne pense pas du tout que ça va être deux mondes qui vont être éloignés l'un de l'autre. Au contraire, le fait que demain, un crypto-euro se crée, ça va rendre les échanges entre le crypto-euro et les crypto-monnaies très faciles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que dans les marchés de trading en dehors de l'Europe, c'est le crypto-dollar en fait qui sert vraiment aux traders et ou aux entreprises qui souhaitent échanger de la valeur en bitcoin et autres crypto-monnaies à passer de bitcoin à dollar, repasser de dollar à Ethereum, etc. etc. Ouais. Et donc tout ça en fait va participer à l'écosystème, mais ça montre surtout que ce que je vous disais en début d'émission, enfin il y a 5 minutes, il y a un peu plus, ouais, un peu plus, que toute la valeur du monde va aller sur des blockchains, parce que demain si on fait passer toutes les monnaies du monde, l'euro, le dollar, etc. sur une blockchain, c'est 100 trillions ou trilliards, je ne sais plus comment on dit en français d'ailleurs, de valeur qui passe. Et on n'est pas sûr qu'ils utiliseront la blockchain, les monnaies numériques issues des banques centrales. Ils utiliseront des blockchains. Pour le crypto-dollar, c'est déjà le cas. Ils utilisent des blockchains publiques. L'Europe utilisera à la fin une blockchain publique, même s'ils vont essayer de ne pas le faire, à la fin, ils le feront. Parce que c'est un peu comme Internet. Je veux dire, on peut essayer de faire des intranets, sauf qu'on sait d'expérience que ça ne marche pas. Voilà. C'est pas faux. Voilà. Et donc les protocoles publics, ça marche, parce que tout le monde peut se connecter et du coup, ça permet des échanges mondiaux. Et Internet, c'était quand même la grande révolution. Donc avec les crypto-monnaies ou les crypto-actifs, on ne va pas faire moins bien qu'Internet, on va faire comme Internet. Il va falloir que ça soit un réseau public et que tout le monde puisse échanger de la valeur dessus. Merci beaucoup Pascal Gauthier. Je rappelle que vous êtes CEO de Ledger. Merci à vous de nous avoir suivis. Bismart, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Passez un bon week-end sur Bismart.